Aborder un chapitre d'embryologie du cœur. Ce chapitre va nous permettre de mettre en place les ébauches embryologiques, d'étudier leur évolution, et nous pourrons ainsi comprendre quels seront les reliquats de ces ébauches dans les structures cardiaques définitives. Cela vous permettra également de comprendre les malformations cardiaques lorsque vous aurez à étudier la pathologie cardiaque. Avant de traiter à proprement parler de la morphogénèse du cœur, nous allons voir quelques rappels sur la circulation prénatale et l'évolution vers une circulation définitive. Voici tout d'abord le schéma très simpliste de la circulation postnatale qui met en place les cavités cardiaques droite et gauche et, issu des cavités gauche du cœur, le flux artériel qui parcourt l'aorte. Ce sang artériel est dirigé vers les tissus et le sang qui a perdu sa saturation en oxygène est ramené par les veines caves vers les cavités droites du cœur. Le sang est ensuite dirigé vers la circulation pulmonaire, c'est-à-dire passe par les artères pulmonaires est saturé en oxygène, puis rejoint les cavités gauche du cœur par les veines pulmonaires et le cycle reprend. Voyons maintenant comment fonctionne la circulation prénatale. Nous reprenons donc le même schéma et nous faisons apparaître un élément supplémentaire, c'est le placenta, puisque c'est lui qui va, pendant toute la vie anténatale, assurer l'oxygénation du sang du fœtus. Ce sang oxygéné par le placenta va, par les veines ombilicales, se mêler à la circulation veineuse qui quitte les tissus. Ce sang a donc une saturation en oxygène qui est plus faible, puisqu'il y a un mélange de sang à la fois oxygéné et de sang qui a été utilisé par les tissus, et c'est ce sang qui rejoint les cavités droites du cœur. Dans le cœur anténatal, ce sang va traverser directement de l'atrium droit vers l'atrium gauche, à travers le foramen ovale. Puis le sang sera dirigé vers le ventricule gauche, et par l'aorte sera distribué au tissu, mais également par l'artère ombilicale, qui est une branche de l'aorte, rejoindra le placenta. Il existe un flux sanguin accessoire qui, malgré tout, emprunte un trajet normal dans les cavités droites du cœur, c'est-à-dire que ce sang passe dans l'orifice tricuspide, dans le ventricule droit, puis gagne la circulation pulmonaire. En fait, ce flux sanguin est très réduit. Il traverse malgré tout les poumons et rejoint les cavités gauches. Il est réduit car il y a en plus du shunt du foramen ovale, un second shunt entre les cavités droite et gauche par le conduit artériel, qui est donc un conduit entre l'artère pulmonaire et l'aorte. Par ce conduit, une bonne part du flux sanguin rejoint directement la circulation aortique. Nous remettons en place sur ce schéma le modèle de la circulation prénatale avec le placenta et son rôle dans l'oxygénation du sang anténatal. À ce stade, les poumons sont non fonctionnels. Et on peut utiliser cette diapositive pour vous énoncer un axiome essentiel en pathologie thoracique, c'est qu'un poumon qui n'est pas ventilé est un poumon qui n'est pas perfusé, c'est-à-dire que pendant toute la vie anténatale, il n'y a pas de ventilation pulmonaire, bien entendu, et les poumons qui ne sont pas ventilés auront une circulation sanguine extrêmement faible. C'est un des premiers éléments qui explique le petit débit dans la circulation pulmonaire anténatale. Ensuite,
nous avons vu qu'il existait un shunt entre les cavités droite et gauche à travers le foramen ovale et le conduit artériel. Enfin, que l'oxygénation anténatale est effectuée par le placenta. Lors du premier cri à la naissance, il y a une première inspiration et donc un premier déplissement des cavités alvéolaires des poumons, ce qui va brutalement augmenter le débit pulmonaire. De plus, les vaisseaux ombilicaux vont être liés lorsque l'on lie le cordon ombilical et cela va fermer brutalement les deux shunts droit vers la gauche. Voici la ligature du cordon ombilical qui est symbolisée ici. Ainsi, seul le sang veineux des tissus rejoint les cavités droites, puis la circulation pulmonaire, dont le débit a augmenté brutalement du fait de l'inspiration, et ce flux sanguin rejoint les cavités gauche du cœur, puis l'aorte. Le shunt droit-gauche se ferme au niveau du conduit artériel et au niveau du foramen ovale par une simple augmentation de pression dans l'oreillette gauche. Ce phénomène, nous l'expliquerons un peu plus tard dans ce cours. Nous allons insister maintenant sur la mise en place de la circulation artérielle et veineuse de l'embryon. Et pour cela, nous allons utiliser ce schéma, qui est un schéma avec une vue latérale gauche du médiastin primitif, avec néanmoins quelques imperfections, puisque ce schéma fait apparaître plusieurs époques successives dans la vie de l'embryon. Malgré tout, ce schéma est là pour symboliser les éléments essentiels du médiastin, la trachée, l'œsophage en arrière, et au premier plan, les veines cardinales antérieures et postérieures du côté gauche, qui vont ramener le sang veineux des parois de l'embryon. Autre convergence veineuse, celle des veines ombilicales et vitellines, qui rejoignent toutes le sinus veineux du cœur. Ce sinus veineux alimente le tube cardiaque primitif, qui se poursuit par le bulbe artériel. Lui-même va se diviser en deux aortes ventrales, paires et symétriques, qui ont une direction verticale. De ces aortes ventrales partent des arcs tendus entre l'avant et l'arrière, ce sont les arcs ou arches aortiques, ou encore arcs branchiaux, qui sont au nombre de 6 dans l'espèce humaine, et qui dirigent le sang artériel vers l'arrière, vers des aortes dorsales, une à gauche et une à droite. Les deux aortes dorsales convergent pour former une seule aorte descendante. Le cœur primitif est en fait un système tubulaire, un tube rectiligne que l'on présente ici de face en montrant les côtés gauche et droit du tube cardiaque. Au pôle caudal du cœur prend place le sinus veineux qui est en fait la convergence de toute la circulation veineuse de l'embryon, essentiellement les veines cardinales qui ramènent la circulation veineuse des parois de l'embryon, il y en a 2 de chaque côté, et tout à fait caudalement les veines vitellines et les veines ombilicales. Le sang rassemblé dans le sinus veineux passe ensuite dans l'atrium primitif, puis dans le ventricule primitif, puis dans le bulbe artériel qui distribue le sang entre les deux aortes ventrales. Au cours de la croissance de l'embryon, l'ensemble de ces cavités tubulaires va s'infléchir et on aura ainsi un repli de ce tube cardiaque primitif sur lui-même, avec une bascule de toutes les cavités cardiaques sur le sinus veineux, qui est ici représenté avec des structures veineuses un peu plus développées dues à la croissance de l'embryon. Au-dessus du sinus veineux, on retrouve toujours l'atrium primitif, mais cette fois, le ventricule primitif a basculé ventralement devant l'atrium primitif,
et le bulbe artériel a une direction oblique vers le haut et l'arrière, avec toujours une division en deux aortes ventrales. Nous allons maintenant montrer sur une vue dorsale de l'atrium primitif comment les structures veineuses de l'embryon vont évoluer vers une morphologie définitive chez l'adulte. Voici deux époques de la vie embryonnaire avec l'époque la plus précoce sur la gauche. La veine cardinale antérieure gauche, marquée en 1, va persister sur le cœur définitif sous la forme de la veine oblique de l'atrium gauche. La veine cardinale postérieure gauche va disparaître et elle n'est représentée sur le schéma de droite que sous la forme de ces pointillés. La veine ombilicale gauche de l'embryon disparaît également, ainsi que la veine vitelline gauche. La veine cardinale commune gauche, qui est le volumineux confluent des veines cardinales antérieures et postérieures, formera le sinus coronaire, qui est le confluent essentiel des veines coronaires du cœur définitif. La veine vitelline droite formera la veine cave caudale, marquée ici en 6. La veine ombilicale droite va disparaître, elle est marquée en pointillé à la droite du schéma. La veine cardinale postérieure droite formera l'arc de la veine azygos à la face postérieure de la veine cave crâniale. Cette veine cave crâniale provient de l'évolution de la veine cardinale antérieure droite de l'embryon. L'orifice qui fait communiquer le sinus veineux et l'atrium primitif s'appelle l'orifice sino-atrial. Il est ici représenté à gauche sous la forme de cette ellipse en pointillé. Cet orifice sur le cœur primitif est un orifice horizontal. De par la croissance des cavités cardiaques, cet orifice va basculer de 90 degrés et sur un cœur presque définitif, comme à droite ici, l'orifice sino-atrial se retrouve en position verticale. Voici maintenant la présentation de l'évolution des orifices atrioventriculaires primitifs. Voici une vue du tube cardiaque replié sur lui-même à gauche et une coupe sagittale. Et nous observons ici la partie droite de la coupe montrant l'atrium primitif en arrière, le ventricule primitif sur l'avant. L'orifice sino-atrial est l'élément le plus dorsal, il fait communiquer l'atrium primitif avec le sinus veineux de l'embryon. Au-dessus du ventricule primitif prend place le bulbe artériel. À l'intérieur de la cavité cardiaque primitive, deux bourrelets endocardiques, l'un crânial, l'autre caudal, vont se développer pour commencer la segmentation la séparation entre atrium et ventricule. Sur une coupe frontale des structures primitives du cœur, voici la fusion de ces bourrelets crâniaux et caudaux. Cette fusion s'effectue sur la ligne médiane uniquement, laissant ainsi de chaque côté un large orifice atrio-ventriculaire. C'est à partir de ces orifices que les cuspides vont se différencier pour aboutir à la structure définitive des valves. Nous allons montrer ici que le septum interventriculaire est en fait dû à la convergence de trois formations indépendantes et cela va apparaître sur une coupe sagittale passant par le tube cardiaque replié. Voici cette coupe sagittale. Voici les bourrelets endocardiques crâniaux et caudaux.
qui sont les premiers éléments qui vont aider à la formation du septum interventriculaire. Il y a ensuite au sein du bulbe artériel un septum aortico-pulmonaire qui va se former par convergence d'un bourgeon dorsal et d'un bourgeon ventral. Et puis, il y a une formation impaire et médiane à la partie caudale du ventricule primitif qu'on appelle le septum inferius, qui va croître vers le haut à la rencontre des bourrelets endocardiques et du septum aortico-pulmonaire. Nous aboutissons ainsi à une cloison hermétique entre les cavités ventriculaires gauche et droite, mais aussi entre les parties gauche et droite du bulbe artériel. Il existe néanmoins une zone fragile qui est celle justement où les trois ébauches vont se rencontrer, vont se rejoindre. Cette zone fragile s'appelle la pars membranacea. Il peut y avoir à ce niveau des absences de symphyse, des absences de rencontre des trois ébauches, et donc parfois des communications interventriculaires. Chez l'adulte, cette pars membranacea est tellement mince qu'il est possible par transillumination de voir d'une cavité ventriculaire dans l'autre. Nous allons insister ici sur le cloisonnement du bulbe artériel et nous allons montrer ce cloisonnement sur ces trois schémas. Le schéma de gauche représente le tube cardiaque replié sur lui-même. Sur le schéma au centre, nous avons une coupe sagittale qui rappelle la formation du septum aortico-pulmonaire. Le troisième schéma est là pour montrer en 3 dimensions que ce septum aortico-pulmonaire Attention, il y a un virus sur votre ordinateur. De bas en haut, effectuer une torsion de 90 degrés et donc que le cloisonnement entre les parties gauche et droite du bulbe artériel se feront de façon hélicoïdale. Ici, sur une coupe basse du bulbe artériel, nous mettons en place le côté gauche, c'est-à-dire l'aorte, et le côté droit, c'est-à-dire le tronc pulmonaire. Et au fur et à mesure que l'on monte dans le bulbe artériel, on voit que cette cloison bascule de 90 degrés, ce qui fait qu'au sommet du bulbe artériel, la partie aortique du bulbe est cette fois dorsale et non plus gauche, et que la partie pulmonaire est ventrale et non plus droite. Il y a donc bel et bien 90 degrés de rotation entre la partie basse et haute du bulbe artériel. Nous insistons ici sur la séparation de l'atrium primitif en 2 cavités atriales, gauche et droite. Pour cela, nous observons une vue interne de l'atrium primitif par le côté droit. Il y a tout d'abord la formation d'une première cloison qu'on appelle le septum primum, et nous utilisons le code rouge pour cette première cloison. Cette cloison va naître aux dépens d'un bourrelet qui est cranial dans l'atrium primitif sur la ligne médiane et qui va former une sorte de voile ou de rideau qui va descendre pour progressivement séparer les 2 côtés gauche et droit. On voit également sur cette succession de 3 schémas que lorsque le septum primum atteint la partie caudale de l'atrium, il apparaît une petite déchirure au niveau cranial qui forme un ostium, un petit orifice minuscule entre les côtés gauche et droit. Cet ostium s'appelle l'ostium secundum. Il y a dans le même temps l'apparition d'un septum secundum qui est un deuxième rideau entre les atriums gauche et droit. Voici donc ces 3 schémas successifs qui montrent que, là encore, le septum secundum naît aux dépens d'un bourrelet cranial, qu'il va lui aussi descendre en direction caudale
pour progressivement obturer l'espace entre les deux côtés gauche et droit. Mais voyez que là encore, il existe une zone à la partie caudale de la cloison qui ne sera pas étanche. Cette zone, c'est le foramen ovale. Voici l'explication du cloisonnement atrial sur une coupe horizontale du cœur primitif, et on va garder sur cette coupe le même code de couleur pour les deux septum primum et secondum entre les deux atria. Voici l'oreillette gauche ou atrium gauche, le ventricule gauche, ventricule droit et oreillette droite ou atrium droit. Voici l'abouchement de la veine cave caudale dans les cavités droites. Et voici dans l'espace les deux cloisons, les deux septa interatriaux, qui sont représentés avec leurs deux orifices. On retrouve le septum primum perforé du petit orifice secondum et le septum secondum largement perforé par le foramen ovale. Le trajet du sang pendant toute la vie anténatale se fait de l'atrium droit vers l'atrium gauche. C'est donc un shunt droit-gauche. Ce shunt passe par le foramen ovale, glisse entre les deux septa, puis passe dans le septum primum à travers l'ostium secondum et se retrouve dans l'atrium gauche. Lors du premier cri du nouveau-né, il y a, nous l'avons vu, une augmentation de pression dans la circulation pulmonaire, avec ainsi une augmentation de pression dans l'oreillette gauche. Cela va plaquer les deux membranes l'une contre l'autre, et ainsi ce trajet en chicane, ce shunt droit-gauche, sera fermé.